la relation entre les deux auteurs de la chanson de la croisade albigeoise qui nous a occupés dans notre précédente séance, cette relation appelle immanquablement à l'esprit celle entre les deux auteurs du roman de la Rose. Nous avons d'ailleurs été amenés à faire le rapprochement rapidement à plusieurs reprises. Et cette question des deux auteurs du roman de la Rose est celle qui vient immédiatement à l'esprit quand on pose celle du nom du poète dans la poésie médiévale. Elle vient immédiatement à l'esprit. Nous ne l'avons pas encore vraiment abordée et j'hésitais à le faire parce que c'est une question très classique, très connue, très étudiée, ce qui me décourage un peu d'en parler une fois de plus, parce que je n'ai, à vrai dire, guère d'éléments nouveaux à apporter. Mais sinon, des colorations un peu particulières, mais qu'est-ce qu'une coloration? Moi, je suis toujours dans l'évanescent. Je vais cependant en rappeler en quelques mots les données très particulières, et parce que précisément, elles constituent un cas d'école sur le nom du poète. Et à leur lumière, ou à leur obscurité, comme on veut, le prologue du roman, sur lequel nous reviendrons ensuite, nous frappera comme un cas où l'anonymat est plus révélateur du poète que ne le serait son nom. Et d'autre part, il nous offrira pour la suite un point de comparaison avec ce que nous trouverons dans les vrais romans, c'est-à-dire les romans qui ne sont pas de purs romans du moi, de mise en scène du moi consistant en un rêve allégorique ou en une mise en scène de la vie intérieure. Alors, comme chacun sait, le roman de la Rose a été commencé par Guillaume de Lorris, qui en a écrit les 4000 premiers vers, ou un peu plus, et poursuivi par Jean de Meung, qui en a écrit les 16 000 derniers, il y a un peu plus de 20 000 vers en tout, et Jean de Meung a écrit autour de 1270, c'est la seule date qui soit dans l'affaire à peu près certaine. Nous ne connaissons Guillaume de Lorris qu'à travers Jean de Meung. Rien dans la première partie elle-même ne permet d'en identifier l'auteur ou d'en préciser la date. C'est donc, si on veut, l'inverse de la chanson de la croisade albigeoise à cet égard. Mais dans la seconde partie, Jean de Meung ne dit pas lui-même, mais fait dire à un de ses personnages, fait dire à Amour. Amour qui invite ses hommes à attaquer le château de Jalousie dans lequel Bel-Accueil est enfermé. Donc Amour dit qu'il est juste d'aider Guillaume de Lorris dans sa quête amoureuse. Autrement dit, Jean de Meung place dans la bouche d'un de ses personnages, Amour, le nom de son prédécesseur, l'auteur du roman, l'auteur de ce roman dont il est le continuateur. Le roman a été commencé par Guillaume de Lorris, nous dit-il, Guillaume de Lorris qui ne se nomme pas, et il raconte à la première personne le rêve de Guillaume de Lorris. Donc ce rêve, c'est le rêve du narrateur, mais avec une continuité entre l'auteur, qui se présente dans un prologue, et le narrateur. Et le récit du rêve est poursuivi par Jean de Meung, qui continue à raconter le rêve de Guillaume de Lorris. De sorte que le jeu qui au début est le jeu d'un auteur qui a rêvé et qui raconte son rêve, est ensuite le jeu d'un personnage distinct de l'auteur et qui poursuit le récit du rêve du premier auteur. Mais tout cela est placé
dans la bouche d'Amour, qui est un personnage dans le rêve du jeu, qui est Guillaume de Lorris, mais qui n'est pas Jean Demain, si vous me suivez. Alors, et le temps de ce rêve est antérieur au temps où Jean Demain écrit, puisque Jean Demain, par la voix d'Amour, précise qu'il continuera le roman 40 ans après Guillaume de Lorris, et qu'il laisse entendre que Guillaume de Lorris est mort dans l'intervalle. On a donc une situation compliquée. Et alors, je ne sais pas si c'est idiot de résumer le roman de la Rose, mais enfin, la situation est si compliquée, je ne prévoyais pas de le faire, que je le dis en 2 mots. Vous savez, au début du roman, le roman commence par, d'ailleurs nous lirons ce prologue, beaucoup de gens disent que dans les songes il n'y a que mensonges, mais je peux garantir qu'il y a des songes qui se réalisent, comme l'a dit Macrobe, et moi, j'ai fait, il y a 5 ans, un rêve qui est en train de se réaliser. À l'époque, je simplifie, vous verrez, je clarifie. Voilà. À l'époque, dit le je n'ai pas compris ce rêve, mais maintenant qu'il est en train de se réaliser, rétrospectivement, je le comprends et il m'apparaît comme un rêve prophétique. Ce rêve, c'est l'initiation amoureuse, c'est la découverte de l'amour, et ce jeu du narrateur comprend le rêve fait il y a 5 ans, maintenant où il est vraiment amoureux. Et à ce moment-là, comparant son rêve aux étapes de l'amour et à ce qu'on éprouve quand on devient amoureux et à ce qui vous arrive quand on est amoureux, eh bien, il comprend que tout cela, c'est ce que lui montrait son rêve, mais lui montrait sous une forme voilée, qui a besoin d'une glose, et il annonce une glose qui d'ailleurs ne viendra jamais. Mais on peut considérer que Jean Demain pense que son récit lui-même est la glose. Bon. Là-dessus, il raconte son rêve. Et dans ce rêve, il se réveillait. Il se réveillait un matin du mois de mai, il faisait beau, il était content, il s'habillait bien, il fait bien sa toilette, il va se promener, il arrive devant le mur d'un enclos, d'un jardin, il voit des arbres ou d'un verger, il voit des arbres qui dépassent, et sur ce mur sont représentés les vices hostiles à l'amour. Il frappe à une petite porte qu'il a du mal à trouver, une dame vient l'ouvrir, charmante, qui est oiseuse, parce que pour être amoureux, il faut avoir le temps. Et elle l'introduit dans ce jardin qui est le jardin de déduit, de plaisir et d'amour. Et il trouve Amour entouré de sa cour et des personnages qui sont favorables, tous en train de danser. Il est très bien accueilli et il poursuit son chemin dans ce charmant jardin et il arrive près d'une fontaine dont une inscription lui apprend que c'est celle dans laquelle s'est noyé Narcisse. Et dans le reflet de cette fontaine, il y a 2 escarboucles au fond, enfin c'est très compliqué, le tout peut s'expliquer allégoriquement. Dans la fontaine, il voit le reflet d'un buisson de roses. Donc il se détourne du reflet et se tourne vers le vrai buisson de roses. Il fait tout ça dans son rêve, naturellement. Et alors il y a des tas de très belles roses, mais parmi toutes ces belles roses, un petit bouton de rose particulièrement charmant qu'il regarde avec attention. Et à ce moment-là, Amour, qui l'a suivi, lui décoche une flèche qui, entrant par l'œil, l'atteint au cœur, car c'est par la vue qu'on devient amoureux. Comprenez. Bon, enfin, tout ça n'est naturellement pas expliqué. Puis 4 autres flèches, à ce moment-là, il est amoureux du bouton de rose. Et il entre en scène toute une série de personnages, des personnages qui représentent les différents états ou différentes facettes de la personnalité
de l'être aimé. Et puis des personnages qui représentent la voie publique. Donc, danger, qui est faire danger, c'est résister, c'est la pudeur, la résistance de la jeune fille. Bel accueil, qui au contraire, les sentiments qui la poussent à faire bon accueil à son soupirant. Et puis, jalousie, malbouche, la médisance qui la surveille, etc. etc. Et à ce moment-là, Amour, qui a donné des instructions sur la façon d'être amoureux au jeune homme, donc il apprend des tas de choses, et en particulier que quand on est amoureux, il faut avoir un confident et un ami. Justement, il a un ami qui s'appelle Ami. Et Ami lui donne des conseils d'amis. Et puis, là-dessus arrive Raison. Raison lui dit, il ne faut pas être amoureux, ce n'est pas raisonnable, il faut être amoureux de moi, Raison, etc. Enfin, bon, voilà. Et là-dessus, le rêveur arrive à écarter les puissances hostiles, et il fait ami avec bel accueil. J'avais essayé de montrer autrefois que ce qui facilitait les choses, c'est que bel accueil est masculin. Donc, il peut avoir des relations avec bel accueil. Bel accueil est un go-between idéal, puisque c'est une projection, une partie de la jeune fille, mais masculine. Et grâce à bel accueil, il obtient un baiser du bouton de rose. Mais aussitôt, ça réveille jalousie, malbouche, tout le bas. Et jalousie construit une tour où Bel accueil est enfermé. Au début, dans la partie Guillaume de Loris, Bel accueil est les sentiments de la jeune fille favorables à l'amant, et le bouton de rose, c'est la jeune fille. Dans la partie Jean de Meung, dont la tonalité est différente, Bel accueil, c'est la jeune fille. C'est Bel accueil qui est enfermé dans le château de jalousie sous la garde d'une duègne, et la vieille, etc. Et le bouton de rose, non encore déployé, c'est ce que convoite le jeune homme. La partie de la jeune fille que convoite le jeune homme. C'est explicite à la fin. Donc, Bel accueil est enfermé par jalousie, et il y a un monologue du jeune homme qui se plaint. Au milieu de ce monologue intervient la partie Guillaume de Loris 16, commence la partie Jean de Meung. Mais il n'y a aucun moyen de le savoir. C'est Jean de Meung qui le dit par la bouche du dieu d'amour dans le passage dont je vous parlais tout à l'heure, et auquel je vais revenir. Et là-dessus, alors Jean de Meung écrit de façon assez différente de Guillaume de Loris. Il y a de très longs discours avec des discours enchâssés dans les discours, de nouveaux raisons, de nouveaux amis, l'exemple du jaloux, le discours du jaloux à l'intérieur d'un discours. Enfin bon, tout ça est extrêmement long. Jean de Meung, qui est un esprit cultivé et intéressé par toutes sortes de problèmes scientifiques et philosophiques, les aborde tous, de sorte que ça devient une sorte d'encyclopédie, et cet art d'amour que voulait écrire Guillaume de Loris devient beaucoup plus. On parle de cosmologie, on parle de questions philosophiques, de la toute-puissance divine au regard des futurs contingents, enfin, que sais-je. Et pendant ce temps, Bel accueil est toujours enfermé dans sa tour, et à la fin, on fait appel, Amour fait appel à sa mère, Vénus. Entre-temps, on a fait intervenir Nature, qui va trouver Génius, Génius qui travaille pour Nature, qui est en somme le génie concret de la nature créatrice, qui est elle-même l'ouvrière, la chambrière de Dieu. Enfin, je raconte ça dans le plus grand désordre, mais enfin, c'est un truc tellement connu. Enfin, bon. Et à la fin, le brandon d'amour lancé par un arc met le feu au château, et voilà, Amour donne l'assaut au château, et l'amant peut enfin conquérir la rose vermeille, c'est-à-dire qu'il a son bâton de pèlerin d'amour avec lequel il écarte les petits pétales. Et en fait, c'est décrit avec une précision à la fois métaphorique et indécente, et
j'eus ainsi la rose vermeille, à temps fait jour, et je m'éveille. Fin du rêve, et ça se termine comme ça. Alors, donc, je reviens en arrière. Alors que c'est la partie Jean Demain depuis 6000 vers, il y a un discours d'Amour, et c'est dans ce discours que Amour explique que Guillaume de Loris est mort et que Jean Demain lui a succédé. Donc tout cela se passe dans le rêve de Guillaume de Loris, qui est supposé être le rêveur. Ce rêve est antérieur à celui où Jean Demain écrit, encore puisque Amour précise que Guillaume de Loris est arrêté 40 ans avant. Donc Amour donne à son propos la forme d'une prophétie, puisque, encore une fois, dans l'argument du roman, il est un personnage dans le rêve du narrateur identifié à Guillaume de Loris, et que tout le récit se déroule dans le temps du rêve et le temps d'un rêve. Il annonce que Guillaume de Loris consacrera un roman au rêve qu'il est en train de faire, puisque l'époque du rêve n'est pas celle du roman, et que le prologue précise que le rêveur, narrateur, écrivain a fait ce rêve 4 ans avant le moment où il le met par écrit et rédige ce prologue. Et il cite le moment de la charnière, qui sont les vers 4023-28 dans l'édition Le Quoi, avec 30 vers de différence dans l'édition d'Armand Strubel, dans les lettres gothiques, et en spécifiant que ce sont les derniers composés par Guillaume. Et nous sommes à ce moment-là autour des vers des 1500, un peu après, c'est-à-dire exactement au milieu du roman, tel qu'il se présentera une fois achevé. Et Amour précise, poursuit en annonçant que Jean Chopinel, natif de Main, prendra la relève et poursuivra le roman jusqu'au bout, et il en cite même le dernier vers. À ce moment-là, il cite ce qui sera le dernier vers du roman. Donc, et plus encore, me doit servir, il s'agit de Guillaume de Loris, car pour ma grâce desservir, pour mériter ma bonne grâce, il doit commencer le roman où seront tous mes commandements, et il le poursuivra jusqu'au moment où il dira à Bel-Accueil, qui se languit à ce moment-là en prison, dans la douleur et injustement. Donc, parce que l'amant est séparé de Bel-Accueil, mais c'est à lui qu'il s'adresse, comme on s'adresse à une bien-aimée lointaine. Mout suis durement esmaillé, que entre oubliés ne maillé, si on est deux et desconforte, jamais ce n'est rien qui me conforte, je perds votre bienveillance, car je n'ai mise ailleurs fiance. Je suis vraiment très troublé que vous puissiez m'avoir oublié. J'en ai douleur et découragement, et il n'y a rien qui me réconforte. Il n'y aura rien pour me réconforter si je perds votre bienveillance, car je n'ai de confiance, je n'ai mis mon esprit dans rien d'autre. Et ensuite, il le dit, les deux vers suivants, et si l'ai-je perdu espoir, à peu que je n'en mette désespoir, et pourtant peut-être que je l'ai perdu, il s'en fait de peu que je désespère, ça c'est Jean Demain. C'est la suite, mais vous voyez, vraiment sans transition. C'est un texte qui continue. Et alors je reviens donc à la citation. Si se reposera Guillaume, qu'il y tombeau soit plein de baume, d'encens de myrrhe et d'aloe, tant m'a servi, tant m'a loué. Et à ce moment-là, Guillaume se reposera, que son tombeau soit rempli de baume, d'encens de myrrhe et d'aloès, tellement il m'a servi et tellement il a bien fait mon éloge. Il s'entend qu'il est mort, qu'il est interrompu et qu'il est mort. Puis, mais c'est toujours la suite, viendra Jean Chopinel, dans certains manuscrits disent Clopinel, dont on en a déduit que Jean Demain boitait, mais enfin bon, au cœur joyeusement gai, au corps rapide, qui naîtra sur la Loire
à main qui, aussi bien rassasié qu'à jeun, me servira toute sa vie, sans avarice et sans envie, et il sera un homme très sage, car il ne se souciera pas de raison. Comme cet amour qui parle, la sagesse de l'amour, c'est de ne pas se soucier de la raison, naturellement. On n'oublie jamais qui parle, le raison qui déteste et blâme mes onguents qui sont plus embaumés, qui chantent meilleur que le baume. Et s'il advient, comme les choses vont, qu'il manque, qu'il commette des fautes en quelque chose, car il n'est personne qui ne pêche, toujours chacun a quelques défauts, hein, eh bien, il aura le cœur si tourné vers moi, là, si fin cœur, un cœur si amoureux, que toujours, à la fin, il se repentira de sa faute et il ne voudra pas mal se conduire envers moi. Et il aimera tellement le roman qu'il voudra le terminer complètement s'il peut en venir en temps et en lieu. Car quand Guillaume cessera, Jean le continuera après sa mort, sans mentir, plus de 40 ans après sa mort. Ce qui ne veut strictement rien dire, parce que 40 ans est un nombre qui a une valeur symbolique. Les Hébreux ont erré 40 ans dans le désert avant d'atteindre la terre promise. Le Christ a jeûné 40 ans au désert, à 40 jours au désert. 40, c'est beaucoup. Et il dira, à cause du malheur et par peur de désespoir d'avoir perdu bel accueil, là dont il avait avant eu la bienveillance, et si l'ai-je perdu espoir, un peu que je ne désespoir, et toutes les autres paroles, quelles qu'elles soient, sages ou folles, jusqu'au moment où il aura cueilli sur la branche verte et feuillue la très belle rose vermeille, et qu'il soit jour et qu'il s'éveille, ça c'est le dernier vers du roman. Et puis, il voudra expliquer la chose de telle façon qu'il n'y a rien qui restera caché. Donc ça reprend le prologue et ça annonce de nouveau cette glose qui, en fait, ne figure pas dans le roman, soit qu'il manque quelque chose, soit que Jean de Meung ait considéré que cette glose était inutile, parce qu'on comprend tout de même assez bien. Bon, pardonnez-moi d'avoir finalement passé du temps à résumer ce que tout le monde sait. Cette extraordinaire imbrication des auteurs et de leurs noms, du narrateur et des personnages, de l'époque du rêve et de l'époque de rédaction du roman, de l'époque de rédaction du roman. Jean de Meung dit le poursuivre plus de 40 ans après Guillaume de Lorris. Bon, encore une fois, 40 ne doit pas être pris à la lettre, mais en tout cas, longtemps après. Imbrication du jeu narrateur, du jeu auteur, du jeu personnage, du « il » pour désigner dans la bouche d'amour Guillaume de Lorris et Jean de Meung. Mais ensuite, le jeu reprend la parole, et il est entendu que c'est Guillaume de Lorris, mais comment éviter qu'un jeu, pendant des milliers de vers, ne soit pas rapporté dans l'esprit du lecteur un peu à l'auteur. Cette extraordinaire imbrication est peut-être unique dans la littérature. Et encore, reste en suspens, et je n'y reviens pas, la question de Guillaume de Lorris. C'est la question de l'identité de Guillaume de Lorris, qui n'est pas purement biographique et anecdotique, mais qui n'est pas sans incidence sur le sens de ce jeu littéraire. Parce que Jean de Meung est un personnage bien connu, qui a fait ses études à l'Université de Paris, et nous le savons depuis peu grâce à Luciano Rossi, à l'Université de Bologne. Nous savons grâce à Luciano Rossi qu'il se confond avec le Jean de Meung
fils du seigneur de Main, qui a étudié à Bologne entre 1200 et 1265. Donc nous sommes renseignés sur Jean de Main doublement, sur le Jean de Main clerc parisien et écrivain parisien, et sur le Jean de Main, et par des documents d'archives, sur le Jean de Main, fils du seigneur de Main, dont nous savons maintenant que c'est le même. Et le Jean de Main, après l'achèvement du roman de la Rose, traduit en prose plusieurs ouvrages latins pour de grands personnages, y compris le roi Philippe le Bel. Nous le connaissons très bien, il avait une maison rue Saint-Jacques, à peu près à l'angle de l'actuelle rue Soufflot. Après l'achèvement, oui, et en revanche, nous ne savons rien de Guillaume de Loris, dont le nom, encore une fois, n'est donné que par Jean de Main, par la bouche d'Amour. Alors bon, et nous ne connaissons pas Guillaume de Loris aussi, donc plutôt si, nous connaissons un Guillaume de Loris, ça avait été signalé il y a très longtemps et puis oublié finalement jusqu'à ce que Luciano Rossi, toujours lui, attire l'attention sur ce point. Il a bien existé un Guillaume de Loris qui était chanoine de la cathédrale d'Orléans. On n'y a pas prêté attention parce que l'on pensait que le Jean de Main, auteur du roman de la Rose, n'était pas le Jean de Main, fils du seigneur de Main. Mais c'est le même. Or, le Jean de Main, fils du seigneur de Main, était lui aussi chanoine de la cathédrale d'Orléans. Ce n'est pas la même génération que Guillaume de Loris, mais ça correspond. Ça correspond à ce qu'il dit du roman. Rien ne dit que Guillaume de Loris, qui était un chanoine comme tous les chanoines, ait été poète, ni notre poète. Si c'était lui l'auteur de la première partie du roman de la Rose, peut-être ne le saurions-nous autrement que par le témoignage de Jean de Main. Il n'avait pas de raison de ne pas s'en vanter. C'est un texte qui a beaucoup circulé, d'autres auraient pu le dire. Bon. Bien que les différences de style, de ton et même d'idéologie entre les deux parties du roman aient été relevées depuis toujours, bien que la première partie semble avoir été diffusée seule, mais peu, dans des conditions douteuses, certains soupçonnent encore une mystification. Jean de Main serait l'auteur des deux parties du roman. Luciano Rossi ne l'affirme pas, mais n'est pas loin de le laisser entendre, et en particulier en tirant argument du fait que le prologue du roman fait référence à Macrobe, comme le fait Jean de Main sous son propre nom, enfin, ou dans sa partie plus tard, et que Macrobe n'est pas pour ça un auteur particulièrement cité à l'époque. La partie Guillaume de Loris ne regorge pas d'allusions savantes et de références savantes comme la partie Jean de Main. Donc c'est quelqu'un dont rien ne dit qu'il ait une culture savante particulièrement étendue, mais qui commence en citant le Macrobe, ce qui peut mettre la puce à l'oreille, mais enfin une toute petite puce. Bon, alors, avec tout cela en tête, nous revenons au prologue du roman, au tout début. Et nous le relisons en nous interrogeant sur l'identité et sur le statut du je qui s'y exprime. Là encore, je suis désolé, c'est une séance particulièrement au ras des pâquerettes, je dois citer beaucoup pour un commentaire à la fois banal et bref. Enfin, bon, passons-en par là. Donc voilà, ça c'est le début du roman. Aucune jondine qu'en songe n'a ce flable nom de mensonge, début qui a été imité, repris. Le roman de la Rose est l'œuvre en langue vulgaire, en français, mais peut-être d'une façon générale en langue vulgaire, du Moyen-Âge, au moins de son époque, qui a eu le plus de succès. Nous avons plus de 200 manuscrits du roman de la Rose. Si on compte des fragments, etc., on arrive à plus de 250. Bon. Ce qui est
énorme. Beaucoup d'œuvres du Moyen-Âge nous sont connues par 1 ou 2 manuscrits. Les romans de Chrétien III par à peine 10 manuscrits. Or, Chrétien III est un auteur qui a eu une influence considérable, qui est constamment cité et imité. Bon. Et donc, il n'est pas étonnant que toutes sortes de choses de ce manuscrit, de ce roman, aient été imitées. Nous parlerons peut-être de Guillaume de Diguelville, si nous avons le temps, avant la fin de ce cours. Qu'il a imité. Aucune gens disent qu'en songe dans ce fable non est mensonge. Donc il y a des gens qui disent qu'en songe, que dans les songes il n'y a que des fables et des mensonges, mais on peut rêver des songes qui ne sont pas mensongers, mais qui s'avèrent ensuite vraiment, et je peux invoquer comme garant un auteur qui s'appelait Macrobe, qui ne tenait pas les songes pour des bagatelles mensongères, mais qui a écrit la vision, dirions-nous, soit écrite la vision qui avint au roi Scipion, qui a écrit la vision qui advint au roi Scipion. Alors évidemment, Scipion n'était pas roi, et ce n'est pas Macrobe qui a écrit le songe de Scipion, mais c'est Cicéron. Et Macrobe a écrit un commentaire sur le songe de Scipion de Cicéron, et dans ce commentaire, il distingue différentes sortes de songes, et ceux qui sont vrais, ceux qui sont faux, ceux auxquels on peut se fier, ceux auxquels on ne peut pas se fier, etc. Et c'est cette sorte de prologue, c'est tout au début du commentaire du songe de Scipion, c'est à cette sorte de prologue que se réfère le roman de la Rose. Ce qui veut dire qu'il est cultivé, si on veut, il connaît Macrobe, et n'a pas besoin d'avoir lu beaucoup Macrobe pour avoir trouvé cela. Si quelqu'un pense ou dit que c'est une folie et une sottise de croire qu'un songe puisse se réaliser, celui-là, qu'il me tienne moi-même pour stupide, car, s'il veut, car j'ai confiance, je crois, qu'un songe est sénéfiance, signifie les biens et les malheurs qui arrivent aux gens. Car beaucoup songent de nuit maintes choses de façon couverte, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas directement, maintes choses que l'on voit ensuite ouvertement. Et cette rime covertement, apertement, qui est plus ou moins expliquée dans les vers qui suivent, mais c'est elle qui signale qu'il faut que c'est ce que nous appelons un texte allégorique. C'est-à-dire que ce qu'on va raconter, c'est quelque chose de couvert, et il faut le comprendre pour trouver ce qui est à pair. C'est important non pas pour le rendre la rose parce que ça va de soi, mais parce qu'il y a une tentation chez certains, très souvent, de comprendre de façon allégorique une grande partie de la littérature médiévale, même des œuvres dont on ne pensait pas qu'elles l'étaient ou qui ne se présentent pas nécessairement comme cela. Et le garde-fou, si on veut dire, c'est que dans la littérature du Moyen-Âge, quand une œuvre est ce que nous appelons allégorique, c'est-à-dire qu'il y a un sens second, pas un sens littéral et derrière un sens second, eh bien, c'est toujours signalé. Ce n'est pas toujours signalé de façon développée et totalement explicite, mais on dit ce que je vais vous raconter, eh bien, appelle une glose. Ce que je vais vous raconter est, je vous le dis en appaire, mais il y a quelque chose de couvert. Il y a toujours une petite notation qui indique qu'il y a quelque chose à chercher et à trouver, même quand ça nous paraît évident. Et quand il n'y a pas cela,
eh bien, il faut y regarder à deux fois avant de chercher un sens allégorique. Bon. Donc, beaucoup songent de nuit maintes choses couvertement que l'on voit ensuite ouvertement. La 20e année de ma vie, au moment, et le 20e an de mon page, et le point qu'à mort prend le page des jeunes gens, couché m'allouait une nuit, c'est comme je soulouais, et me dormouais, bout de formant, et vient songe en mon dormant, qui mout fubio et mout me plotte, mais en ce songe, on rien note, qui traitot à venu ne souhait, c'est comme des songes ressent souhait, c'est vers si dense et si connu, la 20e année de ma vie, au moment où amour prélève son péage, enfin, on dit son tribut, mais c'est le péage comme sur l'autoroute, sur la route de la, c'est le turnpike, sur la route de la vie, il y a un moment où il faut bien, pour continuer dans la vie, payer son péage à amour. Sinon, on ne passe pas, on n'avance pas, on ne progresse pas. Donc, au moment où amour prélève son péage sur les jeunes gens, je suis allé me coucher une nuit, comme toujours, comme d'habitude, et je dormais très profondément, et j'ai vu un rêve dans mon sommeil qui était très beau et qui m'a beaucoup plu. Mais il n'y avait rien dans ce rêve qui ne se soit complètement réalisé comme le rêve le racontait. Maintenant, or, veille ce songe rimé, maintenant, je veux mettre ce songe en rime pour vous distraire, pour égayer vos cœurs, donc à la fois vous distraire et égayer par un récit d'amour, entre joyeux d'amour, ce que dit à l'époque le mot gai et ce que dit surtout le mot joli, qui, joli ne veut pas dire agréable à regarder, beau un peu en dessous, joli veut dire dans une sorte d'euphorie provoquée par l'amour, joyeux à cause de l'amour. Bon. Donc, pour vous égayer, car amour me le demande et me le commande. Et si nul ou nul, vous voyez, on dit c'est le politiquement correct qui oblige maintenant à dire chacune et chacun, toutes et tous, etc. Parce que si on dit tous avec l'idée que dans la généralité le masculin englobe le féminin, vieille règle de grammaire, et que par opposition à vir, homo, c'est l'homme qui embrasse la femme selon la vieille expression des potaches, eh bien si on ne fait pas ça, on est répréhensible, et qu'avant ça ne se faisait pas, eh bien ça se fait, mais il est évident que quand Guillaume de Lorris le fait, ça a un effet particulier, car on ne le faisait pas habituellement. Et si aucune ou aucun me demande comment je veux que soit appelé le roman que je commence, c'est le roman de la rose, où l'art d'amour est tout en close. La matière en est bonne et neuve, or que Dieu m'accorde, que le reçoive en gré celle pour qui je l'ai commencé. C'est celle qui a tant de prix et est tellement digne d'être aimée qu'elle doit être appelée rose. Bon. Et à ce moment-là, le roman commence. Avi mière qu'il est mest, il a déjà bien 5 ans ou mest, quand mest se sont joués, elle est amoureux, plein de jouets. J'avais l'impression qu'on était au mois de mai, il y a bien de cela 5 ans ou plus, que j'étais au mois de mai, c'est ce que je rêvais, autant amoureux, plein de joie. Bon. Alors, si on remonte avant d'entrer dans ce qui nous occupe plus précisément, si on remonte dans cette citation, vous voyez l'insistance sur le fait qu'on était au mois de mai, je rêvais que j'étais au mois de mai. Le mois de mai est le mois de l'amour, le temps amoureux plein de joie. Donc le sens du roman est donné par cette datation dans la saison, et avec un rapprochement entre la saison de l'année et la saison de la vie. Dans la 20e année de mon âge,
au moment où Amour prélève son péage, à ce moment-là, j'ai rêvé que j'étais au mois de mai. 20 ans, c'est le mois de mai de la vie. Donc, cette simple notation, à la fois indique quel sera le sens que j'appelle toujours lourdement allégorique, mais enfin le sens du roman, hein, et en même temps montre comment ce roman est fait. La partie Guillaume de Loris, c'est la mise en récit de la strophe printanière d'une chanson. Nous avons vu, quand nous parlions des troubadours, que leurs chansons commencent toujours par une évocation de la nature printanière, ou par contraste et par une sorte de paradoxe, la nature hivernale, c'est le printemps et moi je suis amoureux, ou c'est l'hiver et cependant j'ai chaud au cœur et je suis amoureux. Eh bien, le roman de la rose, c'est comme une immense strophe printanière étirée en récit. C'est le récit de l'éclosion du bouton de rose et de l'amour que suscite le bouton de rose dans le cadre printanier. Mais vous voyez que ça va être l'histoire de l'amour d'un bouton de rose, mais que le roman est écrit pour une femme dont le personnage dit qu'elle est bien digne d'être appelée Rose. Et qu'il désire qu'il la reçoive, qu'elle le prenne en gré, ce roman. Autrement dit, ce que cela dit, c'est que quand il a rêvé, il n'était peut-être pas en avance selon les normes modernes, mais enfin, quand il a rêvé la 20e année de sa vie, à 19 ans, là, il savait tellement peu que c'était l'amour que quand il faisait un rêve érotique, il ne savait pas l'identifier, enfin pour dire les choses avec brutalité. Et que 5 ans après, il est amoureux d'une dame qui s'appelle, enfin c'est un peu tard, non, il est amoureux d'une dame qui s'appelle Rose, et à ce moment-là, il comprend. Bon. Il écrit son roman qui se veut, alors il dit la matière est belle et neuve, mais il n'est pas neuf d'être amoureux. Il n'est pas neuf d'être amoureux, ce n'est pas nouveau, mais c'est neuf, parce que neuf, il me semble que nous l'avions vu, mais ça peut-être vieux, vous savez, je mélange ces cours et je radote. Mais le neuf, dans ce contexte de la poésie amoureuse du Moyen-Âge, ne veut pas dire inédit. Cela veut dire quelque chose qui existe dans sa fraîcheur et qui est perçu dans sa fraîcheur. Le sentiment est neuf, non pas si on est le premier à l'éprouver, mais si on l'éprouve vraiment, si on le découvre, si on l'éprouve dans sa première fraîcheur, si on n'est pas blasé sur lui. Et ainsi de toutes choses. Et donc, cette matière de l'amour n'existe que si elle est neuve, parce que un amour qui n'est pas neuf, qui n'existe pas dans cette fraîcheur toujours renouvelée, et qui n'est pas vécu comme une découverte permanente, eh bien, ce n'est pas véritablement l'amour. Et donc, la matière est bonne, et en même temps, il va écrire l'art d'amour. Donc, quand on écrit l'art d'amour est tout enclos, c'est toujours une référence à Ovide. Et Ovide, alors dans la partie Jean Demain, il y a des passages entiers d'Ovide qui sont traduits absolument littéralement. Mais en même temps, on voit ce que le Moyen-Âge apporte. L'art d'Ovide, c'est une recette de technique de séduction. Et le roman de la rose, c'est le récit de ce qu'on éprouve, des étapes par lesquelles on passe lorsqu'on découvre l'amour, mais ce n'est pas un livre de recettes de séduction. Les recettes de séduction ne marchent pas vraiment. Par exemple, fortune, on peut prendre la voie de fortune et essayer de payer, ça ne marche pas, etc.
C'est vraiment une découverte vécue et pas des recettes à appliquer. Et c'est en ce sens que la matière est neuve. Et en même temps, cette dédicace à celle qui mérite d'être appelée rose montre que l'œuvre, du point de vue de l'auteur, est écrite parce qu'il espère quelque chose de ce qu'il écrit. Il écrit son roman pour se gagner les bonnes grâces et donc les faveurs de cette rose, ce qui d'ailleurs laisse entendre que, pas jusqu'où Guillaume de Lorris comptait aller, mais qu'il n'allait peut-être pas jusqu'à la conquête, jusqu'à déflorer la rose, comme dans Jean de Meung, puisqu'il a quelque chose encore à attendre de la rose à laquelle il s'adresse, et que ce serait à la fois maladroit et de la dernière goujaterie de lui offrir une œuvre dans laquelle il anticipe sur le résultat. Mais ça, c'est autre chose. Alors, selon un procédé qui avait été utilisé avant lui, en particulier par Chrétien de Troyes, nous le verrons la prochaine fois, je ne suis pas l'ordre chronologique, mais enfin, j'allais dire l'ordre logique, mais je me vante un peu, l'auteur se met en scène au début de son ouvrage en se situant par rapport à une opinion générale commune. Une opinion générale commune qu'on approuve, c'est ce que fera Chrétien dans Zérek et Énide, les vilains dits en son répit que telle chose allant en dépit, qui mode vaut mieux que l'on ne cuide, soit comme ici pour s'en démarquer. Contrairement à l'opinion de ceux qui pensent que les songes sont mensonges, le je qui s'exprime croit à leur valeur prémonitoire. Ce je, dans les premiers vers, est celui de l'auteur, plus que celui du narrateur. Il n'évoque pas d'abord, il ne fait pas appel tout de suite à son propre rêve, il invoque le témoignage de Macrobe. Il ne dit pas, ce qui serait plus convaincant, les rêves sont vrais parce que moi j'ai fait un rêve qui s'est réalisé. Il dit les rêves sont vrais parce que Macrobe le dit. On attend donc à ce moment-là une argumentation plutôt qu'un témoignage. Il y a un glissement dans cette attente. Et on parle un glissement de la remarque toute générale que certains rêves se réalisent au récit de son propre rêve, qui illustre l'observation que beaucoup de gens voient les rêves obscurs qu'ils ont faits se réaliser et du coup s'éclairer. Et ce rêve, encore une fois, il le raconte 5 ans après l'avoir fait, au moment où sa réalisation à la fois le lui fait comprendre rétrospectivement et lui en montre la vérité. Il le raconte comme un art d'aimer et pour que la femme qu'il aime le prenne en gré, pour que l'anticipation de l'amour dans le rêve trouve sa réalisation dans la réalité. Et c'est ce que David Holt, que vous connaissez, que nous voyons de temps en temps ici, appelle dans son premier livre, qui est un beau livre sur le roman de la rose, appelle Self-Fulfilling Prophecies. C'est même le titre de son livre. Il y a, de même que les troubadours et les trouvères écrivent des saluts d'amour, dont Sylvie Lefebvre dirige une belle édition qui paraîtra bientôt, des lettres en vers, des poèmes qui se présentent comme une lettre écrite par le poète à celle qu'il aime et qui sont des requêtes d'amour. Eh bien, le roman de la rose de Guillaume de Lorris se présente comme une requête d'amour. Et il y a quelque chose de commun, parce que dans les saluts d'amour, le grand argument du poète, ou ce qu'il a à dire
en écrivant à celle qu'il aime, c'est de décrire l'état dans lequel il est et les souffrances qu'il éprouve. Ah, je vous aime, ah, si vous saviez comme je dors mal, ah, je me retourne, je ne trouve pas la bonne position, alors je finis par somnoler un petit peu, à ce moment-là je rêve de vous, puis je me réveille, puis vous n'êtes pas là, c'est encore pire qu'avant, etc. Enfin, je paraphrase mon premier, le premier des saluts d'amour d'Arnaud de Mareuil, et d'ailleurs, j'ai l'impression de toujours piétiner, il y a eu nous en avions parlé de ce salut d'amour d'Arnaud de Mareuil il y a, je ne sais pas, 4-5 ans, 5-6 ans, voilà. Quand je parlais de la poésie comme récit. Et j'avais comparé la description de l'insomnie amoureuse et du rêve érotique, en somme, dans le salut d'amour d'Arnaud de Mareuil, qui est un poème lyrique ou à la limite du lyrisme, et dans le roman d'Énéas, ou Didon amoureuse, le premier vers et demi du célèbre livre 4 de l'Énéide est glosé en 40 vers dans l'Énéas. Donc, il y a cela, et cela crée, cela soude le rêveur à l'auteur. L'auteur, composant un poème, est fier du poème qu'il compose. L'auteur, qui ne laisse pas ignorer que c'est lui qui compose le poème, etc., ne cesse d'être présent puisqu'il prévient dès le début qu'il écrit ce poème, le récit de son rêve, dans une intention utilitaire, si on peut dire, pour être aimé de cette dame qu'il appelle Rose et pour obtenir ses faveurs. Donc lui tient absolument à ce que le jeu du rêveur soit confondu avec lui. Ce qu'il nous demande, il ne se nomme pas, nous ne savons pas quelle est son identité de l'état civil, mais il tient à ce que nous pensions, à ce que nous soyons convaincus que l'identité, le je qui rêve, c'est le je qui écrit le rêve, c'est cet auteur qui a besoin qu'on croit à cette identification totale pour que le poème puisse produire son effet sur la dame. Et du coup, apparaît, je reviens à la transition et au discours du Dieu d'amour, du coup apparaît une fois de plus l'espèce de malice de Jean de Meung et le goût qu'il a pour démystifier, comme nous dirions les choses. Parce que, bien fidèlement, il continue le roman, mais le je, ce n'est plus l'auteur. Le roman, tel que le présentait son prologue, ne sert plus à rien. Qu'est-ce qu'il en fera, le pauvre Guillaume de Lorris, si c'était Guillaume de Lorris, et de son roman, et de son rêve, et de sa rose, n'est-ce pas, puisqu'il est mort. Donc, on continue à raconter le rêve pour le plaisir et pour l'instruction du lecteur. Mais Jean de Meung lui-même, il n'est pas concerné. Il continue à dire « je », mais c'est Guillaume de Lorris. Et Guillaume de Lorris est mort. Et pourtant, Guillaume de Lorris tenait tellement à ce qu'on ne distingue pas l'auteur du personnage, du rêveur, de l'amoureux. Il avait pris la peine d'écrire tout un prologue pour cela. Et tout cela est détruit dans le discours d'amour
au milieu du roman par les confidences biographiques de Jean Demain, qui ne dit rien d'ailleurs de Guillaume de Loris, on ne sait toujours pas qui c'est, mais qui lui se présente avec satisfaction. Il est amoureux, il est Demain, il est ceci, il est cela. Alors, bon. Donc, bon, pardonnez-moi d'avoir consacré 1 heure à un texte, bon, à la fois une œuvre et des questions rebattues. Mais ce que nous en tirons, ce qui apparaît, entre tellement dans notre propos que je serais presque aussi coupable d'avoir fait l'impasse sur le roman de la Rose que je le suis d'en avoir parlé. Je vous remercie.